Le Brésil est le pays avec le plus grand nombre de locuteurs portugais dans le monde. Pourtant, la situation aurait pu être complètement différente aujourd'hui, car bien que les Portugais aient rapidement déclaré leurs ambitions coloniales, ils se sont heurtés à un rival puissant, les Néerlandais. Les Néerlandais étaient également considérés comme une puissance maritime très habile, désireuse d'acquérir de plus en plus de terres dans le Nouveau Monde. Ainsi, les Néerlandais ont progressivement pris possession de larges portions du Brésil. Cela a déclenché une véritable course pour les terres de l'Amazonie qui s'est terminée par un affrontement final. Mais pourquoi les Néerlandais sont-ils venus au Brésil en premier lieu? Et comment les Portugais ont-ils réussi à s'imposer pour créer l'une des plus grandes colonies du monde? Toutes ces questions seront explorées dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonne vision? L'arrivée des Néerlandais a été largement facilitée par les Espagnols. Jusqu'au XVIe siècle, les Pays-Bas faisaient eux-mêmes partie de l'empire des Habsbourg espagnols. Cela leur a permis d'entrer très tôt en contact avec les colonies d'outre-mer et de devenir eux-mêmes une puissance maritime respectable. En secret, les 7 provinces, comme on appelait souvent les Pays-Bas à l'époque, préparaient déjà leur séparation de la métropole. Ce fut le début d'une guerre qui allait durer 80 ans et qui leur permettrait de conquérir leur indépendance. Mais même pendant la guerre, les Néerlandais ont commencé à affirmer leurs intérêts coloniaux, cherchant à s'établir comme l'une des grandes puissances européennes. Un moment clé fut la fondation de la Compagnie des Indes occidentales. Cette compagnie commerciale reçut de la ville d'Amsterdam un monopole exclusif pour le commerce en Afrique de l'Ouest et en Amérique, puis en Asie. Le système fonctionnait ainsi: la Compagnie des Indes occidentales établissait des postes de commerce dans le Nouveau Monde, achetait progressivement des terres, et le gouvernement néerlandais plaçait ensuite ces terres sous sa protection, les transformant en colonies. Ce système fut extrêmement fructueux. Il permit non seulement la création de colonies dans des pays comme le Ghana, le Sri Lanka ou New Amsterdam, aujourd'hui New York, mais les Néerlandais commencèrent également à viser l'Amérique du Sud, alors exclusivement contrôlée par les Espagnols et les Portugais. Ainsi, en 1621, la Compagnie des Indes occidentales arriva au Brésil. Bien qu'au début, elle ait surtout organisé des raids sur les postes commerciaux portugais, elle commença rapidement à s'emparer de terres. Le nord du Brésil, réputé pour sa lucrative production de sucre, attira particulièrement leur attention. Il ne faut pas oublier que les Néerlandais étaient encore en guerre contre l'Espagne à cette époque, et la possession du sucre brésilien promettait non seulement des bénéfices financiers pour la compagnie, mais aussi de renforcer la position des Pays-Bas dans la guerre. Ainsi, ils agirent de manière très agressive au Brésil. Tandis que la Compagnie des Indes occidentales avait déjà pris le contrôle de certains territoires côtiers du Nord, le gouvernement néerlandais envoya de plus en plus de troupes en Amérique du Sud. Leur objectif principal était la conquête de la capitale du Brésil portugais, Salvador da Bahia. Une armée expéditionnaire composée de 26 navires, 450 canons et 3300 hommes débarqua sur la côte, à quelques kilomètres de la capitale. En quelques heures, la ville entière fut encerclée et le gouverneur portugais se rendit. La ville était désormais sous contrôle néerlandais. Cependant, la conquête fut de courte durée. 1 an plus tard, les Portugais revinrent avec une flotte beaucoup plus importante au large de Salvador, forçant les Néerlandais à capituler. Une longue lutte pour la domination du Brésil, connue sous le nom de guerre néerlando-portugaise, avait commencé. Mais les Néerlandais ne faisaient que commencer. Peu de temps après, ils envoyèrent l'un de leurs amiraux les plus compétents dans le Nouveau Monde, Hendrik Lanck. Il avait déjà prouvé ses talents lors de nombreuses batailles contre les Espagnols et devait maintenant faire ses preuves dans le Nouveau Monde. Il débarqua avec une armée expéditionnaire de 67 navires, plus de 1000 canons et 7000 hommes au large du Brésil. Cette fois, la cible n'était pas Salvador, mais les régions plus au nord, en particulier le Pernambouc, qui à l'époque était la plus grande et la plus riche région de production de sucre au monde. L'intérêt des Néerlandais était grand, et cette fois-ci, l'expédition fut un succès durable.
La province entière du Pernambouc fut conquise en peu de temps. 6 conquêtes étaient financées par des raids réguliers sur la flotte de l'argent espagnol. 2 fois par an, les Espagnols organisaient d'énormes convois pour transporter toutes les ressources du Nouveau Monde vers la métropole. Il n'y avait pas de plus grand profit que la capture de certains de ces navires. Pendant longtemps, les hommes de la Compagnie des Indes occidentales agissaient donc comme des pirates financés par l'État. Et grâce à ces richesses, la colonie de Nouvelle-Hollande continua de se développer. En 1636, Johan Maury, prince de Nassau-Siegen, fut nommé gouverneur général du Brésil néerlandais. Il fonda Mauritsstad, l'actuel Recife, comme capitale de son empire. De là, la canne à sucre était expédiée vers la métropole et la ville servait également de base pour de nouvelles conquêtes. Mais les Néerlandais n'étaient pas encore satisfaits. Ils prirent également d'autres régions d'Amérique du Sud, telles que l'actuelle Guyana et le Suriname, ce dernier restant une colonie néerlandaise jusqu'à la fin du XXe siècle. Plus au sud, autour des villes de Rio de Janeiro et de Sao Paulo, des raids étaient également menés, mais ces villes étaient trop bien défendues par les Portugais. Ainsi, vers l'année 1650, la carte de l'Amérique du Sud ressemblait à ceci. L'Espagne s'était étendue sur presque toute la côte ouest du continent, tandis que la côte était partagée entre les Portugais et les Néerlandais. Mais il était clair pour les deux puissances qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule puissance coloniale permanente sur la côte Estimated NC. Les deux se préparèrent pour une nouvelle guerre finale. Comme nous pouvons le constater, les Portugais s'étendirent rapidement vers l'Amazonie pour empêcher les Néerlandais de s'enfoncer plus profondément dans le territoire et empêcher la jonction des colonies du Nord et du Sud. Les Portugais commencèrent également à lancer des raids sur les territoires ennemis. Mais les Néerlandais n'étaient pas inactifs. À un moment donné, ils réussirent à établir un blocus naval autour de Lisbonne, coupant ainsi la métropole de S&Colonie. Au Brésil, de plus en plus de colons choisissaient de s'installer sur des terres contrôlées par les Néerlandais plutôt que sur des terres contrôlées par les Portugais. Les Néerlandais étaient déjà réputés pour leur politique libérale, offrant la liberté religieuse et la sécurité des biens. Mais ils s'étaient aussi fait de nouveaux ennemis, les Britanniques. Comme les raids mutuels augmentaient, leurs flottes se rencontraient de plus en plus souvent, ce qui déclencha la première guerre anglo-néerlandaise que l'Angleterre remporta, affaiblissant fortement les Néerlandais. Pendant ce temps, les Portugais remportèrent une victoire décisive en Angola, d'où les Néerlandais recrutaient une grande partie de leurs esclaves. Sans esclaves africains, la Nouvelle-Hollande ne pouvait pas survivre longtemps. Les Portugais mirent alors tout en œuvre pour expulser les Néerlandais du Brésil une fois pour toutes. Ils armèrent les citoyens portugais qui avaient auparavant massivement déserté pour l'ennemi, insatisfaits du fait que les Néerlandais affaiblis ne pouvaient plus les approvisionner correctement. Sans esclaves en provenance d'Angola, la colonie était au bord de l'effondrement. Une révolte éclata dans tout le Pernambouc et les Néerlandais perdirent peu à peu le contrôle. Finalement, toutes les forces néerlandaises restantes se rassemblèrent dans la capitale, Recife, pour une bataille finale. Les combats furent violents et durèrent plusieurs jours. Mais les Portugais pénétrèrent finalement dans la ville et les Néerlandais restants furent expulsés du Brésil. La Nouvelle-Hollande était de l'histoire ancienne, et dans le traité de paix qui suivit, les Néerlandais cédèrent le Brésil aux Portugais. En échange, le Portugal s'engagea à payer 8 millions de florins néerlandais en compensation et à reconnaître la domination néerlandaise sur certains territoires en Asie. Entre-temps, la Compagnie des Indes occidentales s'était déjà aventurée dans de nouvelles régions et évoluait de plus en plus en une Compagnie des Indes orientales. D'anciennes colonies portugaises comme Ceylan, l'actuel Sri Lanka, passèrent progressivement aux mains des Néerlandais. En Asie du Sud-Est, notamment dans l'actuelle Indonésie, ils s'étendirent également de plus en plus. Mais même là-bas, une nouvelle guerre néerlando-portugaise éclaterait bientôt. Le Brésil, cependant, était désormais sous contrôle portugais
et dans les décennies suivantes, les Portugais parvinrent à dominer l'ensemble du pays. C'est ainsi que le portugais devint une langue mondiale et qu'il est aujourd'hui la langue maternelle de près de 200 millions de Brésiliens. Mais que reste-t-il des Néerlandais au Brésil? Surtout à Recife, on trouve encore aujourd'hui des bâtiments et des rues d'origine néerlandaise. Et bien que le portugais soit la langue dominante au Brésil, quelques mots et expressions néerlandais ont été intégrés dans la langue parlée au Brésil. On estime qu'environ 1 million de Brésiliens sont descendants de Néerlandais aujourd'hui, et dans certaines grandes villes du Nord, il existe même des quartiers néerlandais entiers.